Bienvenue à En tête à tête avec la migraine avec Lise Ferland. Cette balado vise à informer et à éduquer sans remplacer un avis médical. Avant de modifier votre traitement, consultez un professionnel de la santé. Les opinions exprimées par les animatrices et les invités reflètent leur point de vue personnel et ne sont pas nécessairement partagées par Migraine Québec, son équipe ou ses partenaires. Aujourd'hui, nous recevons Anouk Brière-Godbout pour discuter de relations sociales. Bienvenue, Anouk. Merci. Alors, on entend de plus en plus parler que la socialisation est bénéfique et importante, mais ça peut amener des défis supplémentaires pour une personne qui vit avec la migraine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, mais je dirais que d'après ce qu'on voit le plus, là, tu sais, moi, je ne vis pas avec la migraine personnellement. Je veux juste le dire. Je pense que c'est important dans un contexte comme celui-là. Euh, donc, mon expérience vient de... J'ai des proches qui vivent avec la migraine, mais j'ai aussi de la communauté principalement, donc de Migraine Québec. Euh, Tout ce qu'on développe pour eux, ça vient d'eux, là. Ça vient de ce qu'on lit, de ce qu'on comprend. Donc, euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est, je dirais que probablement le principal enjeu, c'est l'imprévisibilité de la migraine, donc des crises, de quand est-ce que ça va se déclencher, de devoir annuler à la dernière minute des activités. Euh, Puis il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec justement cette crainte-là d'avoir mal, cette crainte-là de souffrir, cette crainte-là de devoir annuler, puis après ça, de se sentir mal d'annuler. Les proches qui comprennent pas ou qu'on n'est pas nécessairement envie, l'énergie d'expliquer complètement ce que ça veut dire. On sent qu'on a, on a peut-être pas le droit d'expliquer c'est quoi qui se passe puis qu'est-ce qu'on vit. Euh, il y a beaucoup de culpabilité là, qui vient avec ça aussi. Fait que je dirais que c'est beaucoup ça qui va avoir un impact, surtout sur la vie sociale. La vie familiale, c'est peut-être un peu différent, mais sur la vie sociale avec les amis, la famille, plus élargie, c'est souvent ça. Tu sais, c'est l'imprévisibilité puis la culpabilité qui vient avec ça. Puis l'incompréhension aussi des gens qui sont autour, Oui, parce que c'est pas juste dans notre tête, là. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas euh, oui. les maladies chroniques et la douleur. C'est pas quelque chose qu'on parle, puis c'est pas quelque chose qu'on qu'on a de la facilité à accepter dans notre société. Tout à fait, tout à fait. Puis, malgré tous ces défis-là et ces difficultés-là, on sait que c'est quand même important de socialiser, mais Mhm. pourquoi exactement que c'est aussi important de maintenir une vie sociale? Ben, l'être humain est un être social. Tu sais, on a comme besoin de relations pour réussir à s'épanouir. Euh, Puis là, ben, je n'irai pas dans les détails psychologiques de toutes les... Mais ça reste un essentiel. Puis après ça, tu sais, relations sociales, ça peut être vraiment différent d'une personne à une autre. Puis on peut avoir besoin de relations sociales à des niveaux différents en fonction de qui on est comme individu. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'être entourés de 50 000 personnes, puis il y en a d'autres qui sont très contents de parler à des gens 3 fois par semaine par texto, tu sais. Fait que ça, c'est correct aussi, là. Ça reste une relation sociale, peu importe comment ça s'exprime pour nous. Euh, je pense que là où ça devient problématique, c'est quand on est quelqu'un qui a envie d'être entouré tout le temps, puis que là, on n'arrive plus à l'être parce que on a mal. Fait que ça répond plus à notre besoin de relation sociale. Si on se retrouve à devoir parler 3 fois par semaine à quelqu'un par texto parce que c'est tout ce qu'on est capable de gérer comme relation sociale, mais que c'est pas de ça qu'on a besoin, c'est là que ça devient un problème. Parce que c'est plus pas notre besoin à nous d'être en relation avec les autres. Puis quand on s'isole, ben, ça a un impact après ça sur notre santé mentale. Donc, c'est là que ça va devenir vraiment important parce que ça ne répond pas à notre besoin personnel de relation, dans le fond, là. Puis, de façon plus spécifique à la migraine, est-ce qu'il y a des bénéfices au niveau vraiment strictement gestion de la migraine à socialiser? Bien, il y a toujours un bénéfice au niveau de la socialisation de toute façon. Au niveau de la migraine, ben, c'est une excellente question, là. Je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas ce que toi, si toi, tu as quelque chose là-dessus. Ben, moi, je dirais que ce que je vois des fois au niveau des groupes de soutien, ce qui semble être très apprécié, c'est de pouvoir souvent partager
le Oui, vécu avec des personnes qui comprennent. Est-ce que on pourrait dire que ça serait comme un avantage à oui. socialiser pour la personne qui Je fait de la pensais plus à de la méditation? socialisation, tu sais, justement, les amis existants ou la famille, mais oui, Ouais. définitivement, socialiser avec des gens qui comprennent ce qu'on vit, ça fait toute la différence. Au niveau, peu importe la situation dans laquelle on est, là, peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, la socialisation pour la socialisation, c'est pas si utile. Tu sais, être en relation, c'est ça qui fait que on peut être à l'école entouré de gens, mais pas vraiment être en relation sociale ou au travail entouré d'autres personnes, mais ne pas vraiment se sentir satisfait au niveau des relations sociales Mm. parce que ces personnes-là autour de nous, c'est pas nécessairement les bonnes personnes qui sont autour de nous, tu sais. Puis c'est souvent au travail, à l'école ou même en famille, c'est des gens qui sont comme, on les a pas choisis, ces gens-là, là, ils sont un peu imposés par la vie, tu sais. Fait que ça veut pas dire que c'est des gens qui nous comprennent. Donc, d'avoir des gens qui comprennent notre réalité, qui sont capables de tu sais, beaucoup d'êtres humains sont capables d'empathie, là, mais l'empathie, quand on comprend réellement l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose que d'être capable d'être empathique quand on comprend pas. Puis j'aurais tendance à dire que oui, être en relation avec des gens qui vivent la migraine, mais pas seulement. Ça peut être en relation avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires, tu sais, d'autres personnes qui peuvent avoir des enjeux de santé chroniques, des douleurs chroniques. Euh, D'avoir des gens, tu sais, des fois, on a tendance à dire qu'il faut absolument que ça soit quelqu'un qui a exactement la même expérience que moi, mais c'est pas nécessaire, tu sais. Pour avoir travaillé avec des gens qui ont des besoins particuliers de toutes sortes, il y a beaucoup de choses qui sont similaires d'un besoin à l'autre. C'est sûr que chaque situation a ses particularités, mais il y a une expérience qui est la même euh, quand même. Tu sais, il y a une expérience de coupure justement de la vie sociale, de défis au travail, de défis en la famille, que même si l'autre personne n'a pas la migraine, même si elle a, euh, je sais pas moi, un COVID long, ben, elle peut avoir une expérience similaire quand même sur Mm. beaucoup d'aspects de son vécu. Tu sais. Fait que d'avoir des relations avec des gens qui ont des expériences similaires puis qui sont capables de transposer leur expérience, à la nôtre, ça fait une différence. Et surtout de ne pas juger. T'sais. Ça, je dirais, c'est le numéro un, là, parce que même avec quelqu'un qui a la même expérience que nous, parce que personne n'est exactement la même, là, mais une expérience semblable, il y a des gens qui vont juger quand même. Fait que d'avoir des gens autour de nous qui ne jugent pas, ça fait toute la différence aussi. Donc, dans le fond, c'est pas nécessairement de trouver des personnes identiques à nous, c'est de trouver des gens avec qui on va se sentir bien puis qu'on va pouvoir avoir des échanges qui vont être enrichissants. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour faciliter la socialisation de gens qui vivent avec la migraine? Ben, je dirais que ça, c'est la première chose. C'est de commencer par les gens qui comprennent. Puis, tu sais, ça peut être des gens euh, qui sont dans un groupe de soutien, mais ça peut aussi être juste, j'ai une amie qui comprend très bien ma situation et avec laquelle, même si j'annule la dernière minute, ça la dérangera pas, elle me fera pas sentir coupable, puis moi, je me sens pas coupable parce que je me sens acceptée, même si elle comprend rien de ma situation, c'est pas grave, elle est capable de se mettre à ma place puis de me comprendre. De commencer par des gens comme ça, tu sais, d'essayer d'aller, de pas se dire, ben, c'est ma mère, il faut absolument que je la voie 2 fois par semaine parce que c'est ma mère. Non, tu sais, c'est pas parce que c'est la personne qui est ou même, tu sais, c'est ma meilleure amie depuis toujours, donc il faut que je continue à la voir, même si ça me met un poids épouvantable. C'est correct de couper des relations qui nous apportent pas quelque chose quand on est dans une situation où on n'a pas l'énergie émotive, physique, psychologique d'être en relation, de forcer des relations, je dirais, jusqu'à un certain point. Tu sais, il y a des relations qui demandent plus d'efforts que d'autres, là. C'est correct de focusser sur des relations qui sont faciles quand on va pas bien pour aller mieux. Puis ces relations-là peuvent nous aider à aller mieux. Donc, de se donner la permission, puis oui, des fois, il y a des relations qu'on ne peut pas complètement couper, là, tu sais, mais de le réduire au maximum, mettons, ou de réduire les irritants avec ces gens-là, au moins un certain temps, le temps qu'on est capable, nous, d'aller mieux. Puis, tu sais, je sais que la migraine, c'est très fluctuant, puis des fois, ça va moins bien, des fois, ça va mieux. Mais avec le temps, on finit par se connaître un peu. Puis, il y a des périodes où c'est particulièrement difficile. Donc, dans ces périodes-là, de se donner la permission de juste aller voir des gens qui nous font du bien, ça peut faire une grosse différence, là. Puis, j'imagine aussi que de nommer qu'est-ce qu'on vit, Oui. de faire part des gens aux gens qui nous entourent, qu'on vit avec la migraine, ça va être quelque chose d'important à faire. Mhm. Est-ce que tu as des petits trucs, des façons qu'on peut s'y prendre pour que la conversation se déroule le mieux possible?
Ben, comme dans n'importe quelle conversation, c'est mieux de les prendre quand on n'est pas fâché, là. Parce que, tu sais, Mm. de prévenir le conflit, je dirais, là, d'aller d'avance en amont. Fait que c'est sûr que, tu sais, par exemple, on a une activité, on l'annule, là, l'autre personne est comme un peu frustrée qu'on a annulé l'activité à la dernière minute, puis là, on n'est pas de bonne humeur. Nous, on est fâché parce que cette personne-là ne nous comprend pas. C'est pas le bon moment d'adresser cette information, tu sais, cette discussion-là. C'est mieux de la faire quand on est plus à tête reposée. Même chose qu'avec nos enfants. Quand on est fâché, c'est pas le bon moment. Quand eux sont en crise, c'est pas le bon moment d'intervenir. C'est pareil avec les adultes. Fait que de choisir notre moment pour avoir ces conversations-là, c'est la première étape. Euh, Ensuite, c'est vraiment d'essayer de focuser sur notre expérience. C'est plutôt que de faire, ben, quand tu fais ça, je me sens comme ça, mais de dire plutôt, dans telle situation, je me sens comme ça. Tu sais. Fait que, par exemple, quand on a une activité que je dois annuler à la dernière minute à cause de ma migraine, moi, je me sens comme ça. Tu sais, je me sens, par exemple, je me sens coupable d'avoir annulé à la dernière minute. Juste souvent, le fait de dire ça va faire que l'autre personne fait, ah, elle n'a pas annulé parce elle se fout de moi, dans le fond, tu sais. Elle a annulé parce qu'elle va pas bien, tu sais. Fait que des fois, juste de pouvoir nommer notre vécu dans la situation, ou puis te dire, j'ai peur que tu sais, tu sois fâché contre moi, ou j'ai peur que tu sais, de me sentir jugée, euh, plutôt que de dire à l'autre personne, ben, tu me juges. Tu sais, c'est sûr que la conversation ne sera pas la même. Ça aide vraiment beaucoup dans ces moments-là, puis de vraiment parler du vécu. Puis je dirais que ce qui est difficile, c'est que ça demande d'aller dans des endroits comme, tu sais, qui font mal aussi. Tu sais, de dire, ben moi, je suis obligée de partager mes faiblesses puis ma vulnérabilité dans des moments comme ça pour que l'autre me comprenne. Puis souvent, on ne veut pas aller dans ces endroits-là. Tu sais, on veut essayer d'oublier là, la faiblesse, puis la vulnérabilité, puis la douleur. Euh, mais c'est souvent dans ces endroits-là qu'on va avoir le plus de compréhension. Puis c'est pas utiliser une excuse que de partager notre douleur ou notre vulnérabilité, c'est partager notre vécu humain. Tu sais. Parce qu'on vit dans une société qui est très, très axée sur la performance, puis sur le fait d'être capable, puis de ne pas pleurer, puis de... Fait que quand on va dans cette vulnérabilité-là, c'est dur. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui le recevront pas bien. Fait que ça aussi, c'est important de commencer par des gens qu'on a une bonne idée qui vont le recevoir bien pour se pratiquer. Puis après ça, d'aller vers les gens qu'on se dit, yes, je sens qu'il va y avoir plus d'accroche, mais qu'on l'a déjà pratiqué avec des gens qui sont plus ouverts, ben, on a une bonne idée de comment l'expliquer. Puis là, si la personne a des questions, ben, on peut répondre. Puis de garder aussi une posture d'ouverture que les autres, tu sais, souvent, on est tellement dans notre propre expérience qu'on est comme, on commence à se fait qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Mais ils comprennent vraiment pas. Puis, tu sais, les gens qui sont ouverts à comprendre puis qui posent des questions, ça vient vraiment d'une posture d'ouverture en général, ils veulent comprendre. Puis oui, des fois, c'est comme j'ai pas l'énergie de t'expliquer en ce moment. Puis ça aussi, ça peut être correct de le dire. Puis il y a des ressources sur le site. Puis là, ben là, on est comme à un moment à Migraine Québec où on refait notre site Internet. Fait que je ne saurais pas où diriger les gens en ce moment. Mais ça va être sur le nouveau site aussi. Fait qu'il y a des ressources à Migraine Québec, justement, sur comment, tu sais, qui s'adressent aux proches, comment expliquer à un proche, mais comment, tu sais, juste carrément que le proche peut lire, mettons, un document. Fait que ça peut être juste d'envoyer ça à la personne aussi. De dire, ben, regarde, là, j'ai pas l'énergie de t'expliquer, mais Mm. je te suggère de lire ça. Puis si tu veux, on peut s'en parler plus tard quand j'aurai plus d'énergie. Ouais, puis ça peut être Pardon. une belle façon d'ouvrir la conversation aussi Ouais. pour quelqu'un, des fois, qui trouve peut-être pas les mots là, pour briser la glace. Oui, tout à fait. Puis avec des gens qu'on se dit, c'est ouf, ça va être plus dur un peu comme conversation, là, genre, je vais y envoyer ça pour commencer, là, puis je vais le laisser mariner sur les formations, puis après ça. Ou, tu sais, d'envoyer des témoignages de d'autres personnes qui ont des Ouais. expériences similaires à la nôtre. De dire, tu sais, ça, c'est un peu ça ressemble à ce que moi je vis. C'est pas pareil, mais ça ressemble, tu sais, ça te donne une idée. Euh, Ça peut ouvrir aussi la porte. Puis, il va toujours y avoir des gens. Puis, en tout cas, si c'est pas le cas pour vous, tant mieux, mais en général, on va toujours avoir des gens dans notre entourage qui vont juste jamais comprendre, puis qui vont juste être désagréables, puis juger. Là, je veux dire, c'est la réalité de la vie. Il y a des gens fantastiques, puis il y a des gens qui ont plus de misère. Ouais. Euh, des fois, tu sais, il y a des gens avec qui ça sert à rien, malheureusement. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut lâcher prise sur certaines relations ou se protéger dans certaines relations aussi. Ça peut être nécessaire parce que c'est eux qui ont du travail à faire, puis on peut pas le faire à leur place. Je trouve que c'est très bien dit, ça. On voit souvent des personnes qui vivent avec ben,
tout type de conditions chroniques, dont la migraine fait partie aussi, mais qui vont justement cesser de voir telle personne, qui vont participer de moins en moins à des activités, puis qui vont se retrouver à s'isoler de plus en plus, puis même pour certaines personnes qui ont plus de contacts sociaux. Mhm. Pour Mhm. quelqu'un qui en serait à ce point-là, comment on peut recommencer à rencontrer des gens, euh, déjà de créer des nouvelles amitiés? C'est pas toujours facile quand en plus on a le défi de la migraine. Comment on peut s'y Mhm. prendre? Ben, c'est sûr que je commencerai par des groupes de soutien en migraine. Je ne veux pas vendre Migraine Québec, là, mais que ce soit des groupes sur Zoom, que ce soit le groupe Facebook, c'est sûr que c'est un bon point de départ parce qu'on est sûr que là, les gens vont nous comprendre, tu sais, que notre expérience va être acceptée. Après ça, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui être devant un ordinateur, tu sais, c'est un gros défi avec la migraine. Ouais. Euh, donc, ça aussi, ça peut être un enjeu. J'aurais tendance à dire, c'est pas parce qu'on s'est isolé des gens que ces gens-là ont disparu. Tu sais, il y a plein de monde qui sont prêts, puis des fois, c'est dur de dire, mais là, ça fait un an et demi que j'ai pas donné de nouvelles, là, puis je ressors de nulle part. Qu'est-ce que. C'est correct, tu sais. Il y a plein de monde qui vont être très contents d'avoir de nouvelles un an et demi plus tard, même si on s'est isolé, même si on a rejeté un peu les gens, tu sais. C'est de commencer la discussion, puis de dire, j'allais vraiment pas bien. Là, je me sens que j'ai envie de recommencer à avoir tu sais, à voir des gens ou à juste parler au téléphone ou envoyer un texto, tu sais. Euh, Puis encore une fois, de commencer avec des gens avec qui on dit, ben oui, ça, je pense que c'est quelqu'un. Tu sais, moi, j'en ai des amis là, que je peux leur parler une fois par année et demie, mais ça va super bien quand on se parle, tu sais. Puis il n'y a pas de raison pour laquelle on se parle une fois par année et demie, c'est juste que la vie est faite comme ça, tu sais. Euh, et que ça vaut la peine d'essayer de reprendre contact avec certaines personnes de notre entourage parce que la majorité des gens, ça ne va pas les déranger là, qu'on fasse ça. Puis si ça les dérange, ben c'est probablement pas les bonnes personnes avec qui reprendre le contact. J'aimerais ça qu'on parle maintenant un petit peu plus au niveau de la famille. Mhm, Donc, de façon un petit peu plus concrète, comment la migraine peut avoir un impact sur la famille proche? mhm. Mais c'est sûr que l'impact va varier selon la migraine, la place que la migraine prend dans la vie. Fait que, c'est sûr que quelqu'un qui a une migraine par mois, l'impact sur la famille sera peut-être pas si grand que ça. Mais quand on a plusieurs migraines par semaine, presque tous les jours, dans certains cas, ça va avoir un impact important. On le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup là, dans les groupes de soutien, que ce soit tu sais, à Partage Migraine Québec ou dans d'autres groupes de soutien partout, là. Moi, j'en ai exploré plusieurs. Euh, le couple il bat de l'aile souvent. Il y a un gros impact sur le couple. C'est souvent très, très difficile pour le couple parce que, ben, pour plein de raisons, là, honnêtement, il y a une partie souvent d'incompréhension, il y a une partie de pas exprimer vraiment les besoins. Puis ça, c'est pas propre à la migraine, là, c'est propre à beaucoup de relations de couple où il y a quelqu'un qui explique pas, ni l'un ni l'autre exprime vraiment les besoins, puis on s'attend à ce que l'autre personne comprenne nos besoins sans les exprimer. Spoiler alert, ça se peut pas. Oh Il y a- non! non, il y a personne qui lit dans notre tête. Fait que ça se peut pas. Dans la vie, si on n'exprime pas nos besoins, personne ne va les comprendre. À part notre mère, des fois. Parce que c'est à peu près la seule personne, quand on était petit, qui comprenait nos besoins sans qu'on les exprime. Papa, maman, là, mais les parents sont à peu près les seules personnes. Puis plus on vieillit, moins ils sont capables de faire ça. Fait que il faut oublier ça, puis être capable d'exprimer nos besoins, ce qui commence par être capable de comprendre nos besoins. Parce que c'est plate, mais c'est ça. Il faut être capable de savoir de quoi on a besoin. Puis des fois, quand on va pas bien, ben dans la vie en général, des fois, c'est dur d'exprimer nos besoins, puis de les comprendre. Puis quand on va pas bien, c'est encore plus difficile parce que souvent, on sait même pas qu'est-ce qui nous ferait du bien, ça fait juste trop mal, puis on n'est pas capable de l'exprimer. Euh, Fait que, encore une fois, d'être capable de se poser cette question-là, à d'être posée dans les moments où ça fait moins mal, où est-ce qu'on va moins mal, de se dire, OK, quand je suis en crise, de quoi j'ai besoin? Puis, dans la relation de couple, d'en discuter dans ces moments-là. De dire, OK, quand j'ai une crise, moi, c'est j'ai besoin de que tu me laisses tranquille dans la chambre, la lumière éteinte, puis que tu me parles pas, ou j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Je veux dire, peu importe, là, il n'y a aucun besoin qui est bon, qui est pas bon. Le besoin, c'est le vôtre. Puis, tu sais, on choisit celui qu'on a, puis on l'exprime de quoi on a besoin en situation de crise. Puis, ça se peut que ce soit pas toujours la même chose, là, ce qui rend des choses difficiles aussi. Mais de garder en tête que, comme, en général, les conjoints essayent d'aider. Ils se sentent souvent impuissants dans des situations comme ça. Euh, Puis l'impuissance aussi, c'est quelque chose que l'humain n'est pas bien bon avec.
Donc, quand on se sent impuissant, souvent, on va avoir du ressentiment vers ce qui nous rend impuissant. Fait qu'on peut se retrouver à être fâché contre la personne qui nous rend impuissant. Puis ça, on va le vivre, puis je suis convaincue que plusieurs d'entre vous l'ont vécu avec le médecin. Il y a des médecins aussi, souvent, quand ils se sentent impuissants à aider leurs patients à aller mieux avec la migraine, vont se mettre à être pas très humains dans leur relation avec le patient. On l'entend souvent. Mm. Et ils vont dire, ben là, il n'y a plus rien qu'on peut faire avec votre migraine. C'est souvent pas vrai, mais puis de toute façon, c'est pas quelque chose qui devrait être dit à un patient. C'est tellement décourageant. Oui. Mais c'est ce sentiment d'impuissance-là que le médecin, que le conjoint, que les parents, que les gens autour vont ressentir, puis ils vont projeter sur la personne qui nous fait. On- on- c'est comme si on devenait la personne coupable de leur faire sentir cette espèce d'impuissance-là, tu sais. Euh, Puis forcément, ça crée une relation qui est très, très, très négative là, quand on est là-dedans. Euh, donc, de travailler, de nommer ces choses-là, tu sais, c'est plate, là, mais des fois de nommer, tu sais, on a tendance à, quand on a mal, quand on va pas bien, à s'isoler souvent, à pas parler de ce qui va pas bien. Il faut en parler parce que c'est sûr que si on n'en parle pas puis qu'on dit pas, ben là, quand, tu sais, quand j'ai une migraine puis tu fais telle affaire, ça me tape ses nerfs. Puis qu'à la place, on snap au moment où ça arrive, puis que là, on engueule la personne, qu'on l'envoie chier, que ben c'est sûr que ça va miner la relation. Puis, tu sais, avec, à long terme, à un moment donné, quelqu'un qui est avec nous puis qui pense qu'il peut pas nous aider jamais puis qui se sent mal tout le temps, ben ça finira par avoir une relation qui ne sera pas positive puis tu sais, qui vaut pas la peine d'être continuée, là. Fait que c'est important d'exprimer les besoins pour que l'autre personne puisse nous soutenir au mieux dans ces moments-là ou ne pas nous déranger si c'est ça qu'on a besoin. Et puis qu'elle n'ait pas ce sentiment d'impuissance totale là, tout le temps. Puis c'est important que les proches aillent chercher de l'aide aussi pour eux. Et, on a fait récemment justement un webinaire là, à Migraine Québec avec l'appui Proche Aidant. Puis là, je viens de dire proche aidant, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui va dire, ben là, moi, je suis pas un proche aidant, là. Proche aidant, c'est pour les personnes âgées, là. Mais non, tu sais, toute personne qui a un proche qui a un enjeu de santé important, un handicap, une différence tu sais, d'apprentissage importante, tous ces gens-là sont des proches aidants. Il y a beaucoup de parents qui sont des proches aidants qui vont généralement pas se considérer comme tels. Tu sais, la migraine, c'est génétique, hein? Fait que, on peut se retrouver souvent avec la migraine nous-mêmes et un enfant qui vit avec la Mm. migraine. Donc, on est à la fois personne qui vit avec la migraine et proche aidant de quelqu'un qui vit avec la migraine. Ça amène des difficultés supplémentaires, mais ça aussi pour, tu sais, si on a un conjoint qui ne vit pas avec la migraine, ben c'est être un proche aidant de deux personnes à la fois, tu sais. Donc, oui, tu sais, c'est être un proche aidant. Peut-être pas si quelqu'un a une migraine une fois par 3 mois, là, mais une fois qu'on a des migraines fréquentes, puis en général, ben, les gens qui vont nous écouter, c'est des gens qui ont des migraines plus fréquentes. Oui, tu sais, la personne qui vit avec nous, les personnes qui vivent avec nous ou qui sont très proches, puis qui nous accompagnent à des rendez-vous médicaux, par exemple, même s'ils n'habitent pas avec nous, ce sont des proches aidants. Et donc, d'aller chercher de l'aide pour eux, ils ont le droit. Puis souvent, ils vont pas se donner ce droit-là. Puis ils vont pas se donner le droit de trouver ça difficile. Euh, Parce qu'ils se disent, ben là, tu sais, la personne souffre bien plus que moi, là. Moi, je ne vais pas chialer et dire que je trouve ça difficile parce que, tu sais, elle est en douleur, moi non, là. Mais c'est difficile quand même d'être le proche aidant ou la proche aidante de quelqu'un qui souffre. Donc, d'aller chercher de l'aide, ça aide à. Tu sais, c'est le classique, on va dire, tu sais, prendre soin de soi pour prendre soin de ses enfants, là. Mais c'est la même chose en proche aidant. Il faut prendre soin de soi pour être capable de prendre soin de l'autre personne qui va moins bien des fois. Tu sais. Puis à quel endroit ces gens-là peuvent aller pour avoir du soutien? Ben, moi, je commencerais justement par le site de l'appui proche aidant parce que selon les régions du Québec, il y a différents services. L'appui a une ligne téléphonique qui est accessible pour les proches. Fait que je commencerais par ça. Puis là, de là, dépendant d'où sont les gens, ils vont pouvoir avoir de l'aide, du soutien, puis eux, l'appui peut référer aussi en fonction des besoins à des organismes locaux. Tu sais, si justement il y a un besoin d'accompagnement des rendez-vous, il y a des organismes communautaires qui peuvent aider à accompagner au rendez-vous. Donc, c'est pas toujours, mettons, le conjoint ou la conjointe qui y va, donc il n'est pas obligé de manquer du travail à chaque fois pour accompagner un rendez-vous si c'est quelque chose qui pose problème. Tu sais. Fait que des fois, c'est de penser un petit peu en dehors du statu quo, de voir c'est quoi les frictions, les enjeux, puis de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Puis des fois, c'est juste aussi pour ventiler puis avoir quelqu'un qui nous écoute parce qu'on est la personne qui écoute quelqu'un d'autre qui souffre tout le temps. Peut-être pas tout le temps, là, mais tu sais, souvent. Donc, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous écoute, nous aussi, parce qu'on ne sent souvent pas la,
être capable de, tu sais, de dire à la personne qui souffre, ben moi, ça me fait souffrir que tu souffres. Tu sais, Ouais, c'est dur de dire ça, puis c'est ouais. généralement pas très bien reçu. Fait que c'est mieux d'aller parler à quelqu'un d'autre, puis c'est correct d'être capable d'en parler aussi éventuellement ensemble, quand la personne ne souffre pas trop. Mais c'est mieux d'en parler à quelqu'un d'autre avant, ne serait-ce que pour comme relativiser un peu les choses, puis ventiler un peu, puis parce que ça peut mal sortir, mettons. Ouais, puis avoir une conversation qui va être différente, qu'on parle à quelqu'un qui est là pour nous soutenir ou qu'on parle à la personne qu'on soutient, même Ben si oui, on parle de la même chose, ça exact. va s'exprimer différemment. Oui, puis c'est correct, puis c'est normal aussi, là. Ben oui. Puis avec les enfants, comment on peut parler de migraine? Comment on peut exprimer les besoins? C'est difficile. Puis je dirais que, tu sais, la première chose, euh, il y a beaucoup de gens qui vivent avec la migraine, ça va avoir un impact sur leur désir d'enfant. Il y en a qui n'en auront pas, puis il y en a qui n'en auront pas autant qu'ils auraient voulu, parce que, il y en a qui en ont eu avant d'avoir des migraines, puis ça s'est déclenché, puis là, ils ne voient pas comment ils pourraient faire avec la migraine. Il y en a qui en ont eu un, puis ouf, c'est tellement intense avec la migraine qu'ils se disent, je suis pas capable d'en gérer plus qu'un. Fait que, premièrement, ça, tu sais, puis ça, c'est un deuil pour beaucoup de gens, là. Fait que, tu sais, faut s'en rendre compte, puis il faut le réaliser que faire ce deuil-là. Tu sais, la migraine, vivre avec la migraine, c'est plein de petits deuils, là, puis de grands deuils aussi, tu sais. Ouais. Euh, tu sais, c'est la deuil de, justement, une vie sociale, une vie professionnelle, une vie personnelle, une vie familiale qu'on avait imaginée puis qui n'arrivera pas comme on voudrait. C'est vrai pour tout le monde, ça, tu sais, soyons honnêtes, là, la vie n'arrive jamais comme on voudrait, là. Mais c'est toujours pire quand on a des, tu sais, c'est exponentiel, là, quand on a des situations de santé, de handicap ou tu sais, qui viennent entraver notre fonctionnement, puis qu'on ne fonctionne pas comme la société s'attend qu'on fonctionne. Tu sais. C'est souvent ça qui est difficile. Fait que ça, c'est la première chose, tu sais, comme impact que ça peut avoir. Puis après ça, sur, tu sais, les enfants, ben, je dirais la conversation, puis je pense qu'elle est très importante à avoir parce que, surtout si c'est des enfants biologiques, là, parce que leur chance d'avoir la migraine dans la vie est quand même élevée. Puis on le voit souvent que la chronicisation, la migraine vient avec le fait que on a attendu trop longtemps avant de la traiter pour un paquet de raisons, là. C'est rare. Tu sais, c'est pas la faute de personne, là. C'est souvent, ben, peut-être du système de santé des fois, mais tu sais, la difficulté d'accès au diagnostic, la difficulté d'accès aux médicaments, le fait que souvent, ben, on est dans cette société-là de production qui veut qu'on soit efficace, productif, qu'on aille travailler à temps plein. Fait qu'on se pousse souvent, tu sais. On le voit beaucoup, beaucoup là, en migraine chronique, les gens, l'histoire est presque toujours la même. Des fois, c'est différent, là, ça arrive, mais l'histoire est assez typique de la douleur augmenter graduellement, puis on a le travail en se bourrant de médicaments pour réussir à continuer à travailler. Puis à un moment donné, c'était juste trop. Puis là, ça casse, puis c'est le congé maladie, moyen terme. Au départ, court terme, après ça, moyen terme, puis après ça, long terme, puis ça finit par une invalidité permanente, potentiellement, tu sais, des fois très jeune. Fait que de parler de tout ça à nos enfants graduellement, avec des mots appropriés à l'âge, de parler de soins de soi, de parler de, tu sais, de pas se pousser, de respecter ses limites, c'est bon pour tout, mais particulièrement pour des enfants qui pourraient se retrouver à avoir la migraine dans leur vie. On le voit beaucoup, tu sais, moi, là, honnêtement, j'en suis un excellent exemple. Je savais pas qu'il y avait plein de gens dans ma famille qui avaient la migraine avant de commencer à travailler avec Migraine Québec. Je l'ai appris à ce moment-là parce que les gens n'en parlent pas, tu sais. J'aurais pu vivre avec la migraine génétiquement. Je ne le savais même pas, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est comme qui est pas parlé justement parce que on parle pas de douleur, on parle pas de souffrance, on parle pas de vulnérabilité dans notre société. Donc d'en parler, ça donne des chances de plus à ce que nos enfants ne se retrouvent pas avec la migraine chronique, si c'est notre réalité, tu sais. Fait que c'est important. Puis c'est important aussi que dans la vie quotidienne, on ait ces limites-là, puis cette collaboration-là, idéalement, si on est encore avec le conjoint-conjointe, euh, pour que les enfants aient pas l'impression d'ajouter à la douleur du parent. Parce que c'est quelque chose qui peut être, puis c'est quelque chose qui peut arriver, là. Et puis, c'est pas une question de culpabiliser personne, là. Dans ce genre de situation-là, c'est même presque incontournable. Des fois, les enfants vont avoir cette perception-là, où il y en a qui vont rentrer plus en. Tu sais, il y en a qui vont essayer de prendre soin beaucoup, beaucoup, puis il y en a d'autres qui vont réagir avec plus des comportements intenses. Puis souvent, c'est parce qu'il y a cette espèce de malaise, disons, tu sais, d'avoir un poids à porter ou d'avoir cette impression-là de c'est ma faute si mon parent va pas bien. Euh, c'est fascinant comment les enfants, des fois, peuvent interpréter des situations complètement
erronée. Tu sais, c'est pas leur faute, c'est le parent de la migraine, mais s'ils sont revenus puis qu'ils ont parlé un peu fort, puis que là, le parent de la migraine, automatiquement, il y a un lien qui peut se faire, tu sais. Donc, d'en parler, ça va vraiment aider à réduire la culpabilité que les enfants peuvent avoir, puis le poids qu'ils peuvent se mettre de prendre soin du parent. Puis encore des fois, tu sais, dans certaines situations, la réalité est que l'enfant le fait, puis c'est un peu un non-choix. Tu sais, c'est plate, là, mais dans certains cas, c'est ça qui est ça, là, parce que maman est couchée sur le divan, il n'y a personne d'autre dans la maison que l'enfant, puis il n'est pas capable de se lever, bien, l'enfant se retrouve à être obligé de faire certaines choses qu'un enfant ne devrait pas faire, puis c'est la vie, tu sais. Tu sais, d'aller chercher de l'aide puis du soutien dans ces moments-là, c'est sûr que c'est super important, mais la réalité de chaque personne fait que des fois, on se retrouve comme ça, tu sais. Puis c'est dur, là. C'est culpabilisant comme parent aussi, tu sais. C'est très difficile comme situation. Puis ben, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, là, c'est de pas rester seul là-dedans, puis d'aller chercher de l'aide, que ce soit des professionnels du réseau de la santé, ou que ce soit des proches, ou que ce soit des voisins, ou que ce soit des organismes communautaires, de pas rester quand c'est vraiment difficile, d'aller chercher de l'aide, puis de permettre que ces enfants-là aient de l'espace aussi pour en parler, aient de l'espace pour être des enfants. Donc, euh, donc c'est ça, je dirais que c'est ça qui... C'est pas nécessairement pratico-pratique, là, comme... Mais je pense que ça met des mots sur beaucoup de vécus pour les personnes qui vivent avec la migraine, qui ont des enfants en bas âge, puis que Mhm, ça nous donne vraiment des belles pistes de solutions, justement, de se bâtir en quelque sorte cette équipe de soutien-là, des gens qu'on va pouvoir appeler, à qui on va pouvoir demander un coup de pouce les moments où ça va pas. mhm. Puis de pouvoir être bien entouré, puis aussi de normaliser un peu que des fois, ça se passera pas comme on le souhaiterait, puis que ça se peut qu'on ait une petite culpabilité par rapport à ça, puis que c'est normal, mais Une c'est grande pas de la faute culpabilité. de la personne. Ouais, c'est pas de la faute de la personne qui vit avec la Non, migraine. non, pas du tout. Non, puis c'est la réalité que la vie est comme ça, tu sais. Oh, puis après ça, tu sais, il peut y avoir un paquet d'autres moments ou de situations qui amènent de la culpabilité, là. Ça vient avec la parentalité. Puis, mais, tu sais, puis, tu sais, il va y avoir aussi un classique de comme, tu sais, si je savais que j'avais la migraine avant d'avoir des enfants, j'aurais pas dû en avoir parce que je suis pas capable maintenant de m'en occuper comme il faudrait que je m'en occupe, parce que ils pourraient, eux, avoir la migraine. Fait que ça aussi, ça amène énormément de culpabilité, tu sais. Mon enfant a de la migraine, il souffre, c'est ma faute parce que génétiquement, puis j'ai pris la décision d'avoir des enfants quand même, mais je veux dire, tu sais, on peut pas se mettre ce poids-là. On a tous des torts génétiques, là, tu sais. Si on faisait l'évaluation de chaque humain, on va trouver un problème. Des fois, les gens le savent, ils le savent pas, puis sais, on peut se dire que c'est la faute de la personne si elle décide d'avoir des enfants, mais en même temps, tu sais, c'est tellement plus grand que ça, avoir des enfants comme décision, qu'on peut pas non plus réduire ça à... Je veux dire, moi, j'aurais pu génétiquement avoir la migraine, je l'ai pas non plus, là, tu sais, c'est comme... Oui. Puis chaque personne qui a la migraine ne va pas la développer de la même façon. C'est pas parce qu'on a le gène qu'on va développer la maladie, puis qu'on va se rendre à la migraine chronique, puis, tu sais, on peut avoir un paquet d'autres affaires. Fait que, tu sais, de se culpabiliser pour ces choses-là, ça sert à rien. Puis je sais à la fois que de dire ça sert à rien non plus, là, tu sais. Mais C'est au pas moins, moi ça qui va nous dire ça donne qui va l'enlever, là, la ouais, culpabilité. mais ça nous donne le droit aussi de se dire, ben, ça se peut que peut-être je peux baisser ma Oui, culpabilité d'une coche, tu sais. oui. Puis c'est bête, mais de baisser la culpabilité fait de nous de meilleurs parents. Ouais, Fait que ça ouais, aide aussi. Parce que ouais. quand on est dans une position de culpabilité, ben, on n'est généralement pas dans une bonne position pour faire grand-chose. Il n'y a pas grand monde qui s'améliore ou fait quoi que ce soit de bien dans une position de culpabilité ou de se sentir coupable ou de se sentir mal. Tu sais, c'est dur d'être un parent qu'on voudrait être dans des situations comme ça. Donc, de laisser aller un peu de culpabilité va automatiquement nous aider à être meilleurs parents. Ça peut être juste ça qui donne la permission de le faire, tu sais. Pourquoi pas? Anouk, notre conversation tire déjà à sa fin. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas encore abordés et que tu penses que ça serait important qu'on discute? Ben, je pense qu'on en a parlé un petit peu, mais je pense que de se donner le droit de se dire la migraine, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que j'ai le droit d'exprimer mes besoins en lien avec ma migraine. J'ai le droit de- d'adapter ma réalité sociale, ma réalité familiale en lien avec ma migraine, puis de pas se nier ces besoins-là, puis de pas nier l'importance de ça, parce que c'est quand on la nie, cette importance-là, que finalement les choses vont moins bien. Parce qu'on le voit beaucoup, beaucoup, tu sais,
les gens qui vivent avec la migraine vont avoir tendance à essayer d'en faire le plus possible, puis de prendre sur eux, puis de se dire, ben là, moi, je peux pas demander cet accommodement-là ou cet aménagement-là dans ma vie parce que les autres n'ont pas à payer parce que moi, j'ai la migraine. Mais c'est pas comme ça que ça marche. L'être humain, on doit toujours s'adapter les uns aux autres, là. Tu sais, personne n'est pareil, puis ça fait juste une façon. Il faut juste s'adapter pour la migraine, mais on pourrait s'adapter parce que, tu sais, par exemple, tu sais, on va vous dire la lumière. Tu sais, bon, mais moi, j'aime pas quand, mettons, les gros néons, là, ça me donne des migraines. Fait qu'on peut-tu éteindre les grosses lumières dans la pièce? Moi, ça ne me crée pas de migraine, mais la grosse lumière dans la pièce, ça me tape ses nerfs pareil, tu sais. Je peux quand même l'exprimer, ce besoin-là. C'est pas la faute de la migraine. Fait que c'est juste de s'adapter les uns aux autres. Puis c'est pas parce qu'on a la migraine que tout à coup, on peut pas demander d'adapter les choses en fonction de nos besoins, tu sais. C'est nos besoins, ils sont valides, peu importe d'où ils viennent, ces besoins-là. Donc, je pense que c'est ça. Ça revient à se connaître soi-même pour savoir qu'est-ce qui nous aide, puis être capable de l'exprimer d'une façon qui rend pas les autres coupables ou mal à l'aise de nos besoins, dans le fond. Merci beaucoup, Anouk, d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de En tête à tête avec la migraine. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cet épisode de En tête à tête avec la migraine. Merci à notre invité, à notre équipe ainsi qu'à nos partenaires Teva et Pfizer. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Pour en apprendre davantage sur nos invités, visitez le site web de Migraine Québec. À bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.